Bonsoir à tous. Mon nom est Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Bienvenue à cet événement de rentrée hivernale 2023, en cette journée aux conditions météo particulières sur le Québec. C'est pour ça qu'on a laissé un petit peu de temps aux gens pour arriver en retard. Un court mot avant de laisser la place aux activités. Vous êtes plus de 250 personnes, vous êtes inscrits à l'activité. Une partie ici en personne à Québec, à l'Université Laval. Une très grosse partie aussi en virtuel, en ligne. Merci de votre présence. Événement qui va avoir lieu en deux temps. D'abord, un panel sur la prochaine politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. La partie la plus passionnante et la partie très passionnante aussi, l'Assemblée générale de Vivre en Ville. À ce moment-là, je vais avoir toute l'occasion, moi, de parler en tant que directeur général. Donc, merci encore une fois de votre présence. Merci aux panélistes. Et je vais maintenant céder la parole à l'animateur du panel, Alex Trembellé-Lamarche, conseiller en affaires publiques chez nous. Donc, Alex, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Christian, et merci à tous, autant en ligne qu'en personne, de vous être déplacés malgré le mauvais temps. Tout d'abord, effectivement, peut-être un petit mot sur la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Vous la connaissez, ou sinon, en fait, vous êtes venu ici, entre autres, pour en entendre parler. C'est une politique sur laquelle le Vivre en Ville et de nombreuses autres organisations travaillent depuis longtemps. Le ministère également travaille sur cette politique-là depuis longtemps. Quand je dis travail sur la politique, je devrais plutôt dire travail à faire venir effectivement de nouvelles façons de penser l'aménagement, de nouvelles façons de penser effectivement l'urbanisme. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme date quand même un peu. Et donc, après ces plus de 10 ans de travail à faire venir l'APNAT, elle va effectivement arriver enfin cette année. C'est une année particulièrement importante, l'année 2023, puisque c'est celle du plan de mise en œuvre. Comme vous le savez, effectivement, que de nombreuses municipalités, Vivre en Ville et de nombreux organismes de la société civile ont réclamé une PNAT forte qui va vraiment effectivement induire des comportements qui vont changer la façon dont on aménage le territoire de manière à ce que ça soit fait de façon plus durable et pour favoriser effectivement la santé des milieux et la santé de tous. Et donc, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Mais juste avant, effectivement, de laisser la parole à nos panélistes et à Mme Isabelle Boucher, quelques petits mots. Donc, tout d'abord, effectivement, dans un esprit d'amitié et de solidarité, Vivre en Ville souhaite rendre hommage aux premiers peuples de ces lieux et reconnaître que les terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui rassemblés font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges pour plusieurs membres des Premières Nations. C'est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation que nous souhaitons poursuivre notre travail avec eux pour créer des collectivités viables. On n'est pas encore tout à fait sorti de la pandémie, même si on aimerait le croire. Donc, peut-être un petit mot sur le contexte sanitaire. Si on ne vous l'a pas encore précisé à votre arrivée, sachez qu'il y a des masques et du gel hydroalcoolique à l'entrée. Un mot sur le déroulement de la soirée maintenant. On va d'abord accueillir Mme Isabelle Boucher, directrice générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui va venir nous parler de l'élaboration de la politique nationale et de son plan de mise en œuvre. Puis, on va ensuite passer à notre panel. Chaque panéliste va disposer de 5 minutes pour nous faire une présentation. Puis, il y aura une période d'échange que j'animerai qui sera suivie d'une période de questions. Donc, que vous soyez en ligne ou que vous soyez en personne, n'hésitez pas à poser vos questions en temps et lieu.
Suivra ensuite un cocktail pour les gens qui sont avec nous vers 18 heures. Puis à 19 heures, l'Assemblée générale annuelle qui sera accessible autant pour les personnes à la maison que pour les personnes qui sont avec nous. Et donc, sans plus attendre, je vous présente Madame Boucher. Madame Boucher est urbaniste et travaille au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation depuis 2002, après avoir œuvré en pratique privée. Elle y a occupé différentes fonctions, dont celle de directrice des politiques et de la démocratie municipale, de même que celle de coordonnatrice de la collection de guides sur la planification territoriale et le développement durable. Elle est aujourd'hui directrice générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ce qui l'amène à diriger les travaux relatifs à la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Madame Boucher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Je trouve ça intéressant que le thème ce soir soit la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Je vous remercie de l'invitation à venir mettre la table pour vous en parler un petit peu. Je vais... Est-ce qu'on peut afficher la présentation? Merci. Parfait. Donc, la politique, en fait, dans l'introduction, vous disiez la politique, c'est cette année que ça va se passer. En fait, elle a déjà été adoptée. Ce qui s'en vient, c'est vraiment le plan de mise en œuvre. C'est ce qui va nous permettre de la concrétiser, de rendre effectifs les idées qui ont été présentées dans ce document-là. Donc, tout d'abord, je mentionne, il y a différents événements, différents enjeux qui nous ont amenés à travailler sur cette politique-là. Des inondations, les inondations qu'il y a eu 2017-2019, notamment la démolition de bâtiments patrimoniaux dont on entend souvent parler, qui font les médias, les manchettes, pardon, de nombreux enjeux, étalement urbain, changement climatique, perte de territoire agricole, perte de milieux naturels, etc. Donc, tous ces enjeux-là, ces événements-là nous ont amenés à se pencher sur cette politique-là. On a été appuyé là-dedans par des engagements qui ont été pris là, par le gouvernement, donc d'adopter cette politique-là, ce qui nous a permis le 6 juin dernier de la lancer. Et plus récemment, il y a un nouvel engagement qui a été pris d'adopter un plan de mise en œuvre. Donc, on rebondit là, sur ces engagements-là pour aller de l'avant. On a mené beaucoup de consultations depuis 2021. En janvier 2021, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a lancé ce qu'on appelait la grande conversation en aménagement du territoire. Ça nous a permis de consulter beaucoup de personnes au Québec. On a lancé un document de consultation en juin, si ma mémoire est bonne, juin 2021, qui nous a... Puis là, je vais essayer de... je vais regarder là, je m'excuse, j'ai pas imprimé mon document et je vais donc lire sur la diapositive. En fait, on a mis sur pied un comité consultatif qui regroupe 15 organisations, dont Vivre en ville, dont l'Union des producteurs agricoles, l'Ordre des urbanistes. Donc, on a réuni ces gens-là et on a avancé avec eux dans ce processus-là en écoutant ce qu'ils avaient à dire. On a tenu des rencontres régionales aussi dans toutes nos régions. Il y a plus de 355 participants qui ont été rencontrés. On a écouté tant les élus municipaux que les organismes de la société civile lors de ces rencontres-là. Je le mentionne quand même, je vous mentionne ces activités-là parce qu'en aménagement du territoire, c'est quand même, je pense, la première fois qu'on avait l'occasion de tenir une conversation aussi large au Québec. On a aussi tenu des laboratoires d'innovation publique qui nous ont permis d'entendre 72 organismes. On a consulté les Premières Nations et les Inuits aussi. On a mis sur pied un comité d'experts qui réunissait des chercheurs, des scientifiques,
dont les expertises là, portaient sur des sujets liés à l'aménagement du territoire. On a fait une consultation web. Il y avait 2 façons d'y répondre. Les gens pouvaient soit répondre à un questionnaire, soit compléter un formulaire. On voit les données. Il y a quand même 3600 questionnaires qui ont été complétés, 264 formulaires. Et on avait imaginé la formule, la formule du formulaire, justement, pour se faciliter là, le traitement des mémoires puis éviter de recevoir beaucoup de mémoires. Malgré tout, on a reçu 100 mémoires de différentes organisations, comme quoi, donc, il y a un grand intérêt pour ce sujet-là. Et on a aussi mis en place des mécanismes de consultation interministérielle pour s'assurer d'entendre là, aussi, de prendre en compte les préoccupations de nos collègues des autres ministères. Donc, fort de toutes ces consultations-là, de tout ce qu'on avait entendu, on a publié la politique le 6 juin. Cette politique-là, en fait, elle présente une vision qui est la suivante. Je prends le temps de la lire. Donc, en 2042, le territoire du Québec ainsi que son patrimoine architectural sont considérés comme une ressource précieuse et non renouvelable. Ils constituent une partie intégrante de l'identité nationale et un legs pour les générations futures. Le Québec est un leader en matière d'architecture et les Québécoises et les Québécois sont fiers d'habiter des milieux de vie complets, de qualité, conviviaux et inclusifs qui répondent de manière efficace et efficiente à leurs besoins. Ces milieux de vie contribuent à la santé, sécurité, au bien-être, à l'épanouissement de tous et de toutes. Ils favorisent la mobilité durable, l'économie d'énergie, sont résilients, ils concourent à la lutte contre les changements climatiques. Ils sont aménagés, construits et valorisés à travers tout le Québec, en milieu urbain comme en milieu rural. C'est une vision, c'est un rêve, c'est là où on voudrait être éventuellement. C'est sûr que, je ne vous le cacherai pas, administrativement, on aurait voulu aller beaucoup plus loin dans cette politique-là que ce qu'on a pu faire. Toutefois, on est vraiment content aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur ce document-là dans lequel le gouvernement, c'est un document qui a été adopté par le Conseil des ministres, publié par le gouvernement, et le gouvernement admet qu'au Québec, en matière d'aménagement, on fait des choses bien, mais on fait des choses moins bien aussi. On s'étale sur le territoire, on le sait, on n'est pas suffisamment adapté au changement climatique. Le gouvernement lui-même n'est pas toujours exemplaire en matière d'aménagement du territoire. Donc, ce sont quand même des constats qui sont faits, qui sont honnêtes, je pense, et qui vont nous permettre, comme administration, de faire un pas de plus puis d'aller plus loin. Maintenant qu'on a tous convenu ensemble là, au Québec qu'on a ces problèmes-là, bien, il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer avec le cadre d'aménagement tel qu'il existe. On doit faire un pas de plus. Donc, la politique, elle contient 4 axes. Je n'aurai pas le temps là, de vous la présenter dans son entier, mais je vous présente au moins les 4 axes. On parle d'abord d'un milieu de vie de qualité qui répond aux besoins de la population, d'un aménagement qui préserve, qui met en valeur les milieux naturels et les territoires agricoles. Donc, on se préoccupe particulièrement de l'étalement urbain, de la dispersion sur le territoire, des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec. Donc, comment on peut aménager le territoire pour mettre en place les conditions propices à un développement régional, un développement économique intéressant. Et un plus grand souci de l'architecture dans l'action publique. Il manque un petit mot de l'architecture et de l'aménagement du territoire dans l'action publique. C'est donc dans cet axe-là qui nous apparaît fort important, où on admet que nous aussi, au gouvernement, on doit faire des pas de plus. Les MRC doivent avancer, les municipalités doivent faire davantage d'efforts, puis nous aussi, au gouvernement, donc on doit tous, ensemble, comme société, faire ces pas-là. On a adopté la politique. Maintenant, on travaille sur le plan de mise en œuvre. Dans la politique, à la toute fin, le gouvernement s'est engagé à adopter ce plan de mise en œuvre-là en 2023, d'ici la fin de l'hiver. C'est ce sur quoi on planche là, de manière très intense ces temps-ci. Déjà, je peux vous dire que ce plan de mise en œuvre-là va prévoir le renouvellement du cadre en aménagement du territoire, donc principalement les orientations gouvernementales qui sont notre principal levier pour agir sur le territoire et une révision de la loi sur la... je dirais pas une révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, des modifications quand même en profondeur là, qui sont anticipées.
qui seront du moins proposées à nos autorités. Il y aura aussi des actions pour appuyer le milieu municipal dans la mise en place de bonnes pratiques. On veut accompagner le milieu municipal, le soutenir dans ces efforts-là. On est conscient que ce n'est pas toutes les municipalités, toutes les MRC au Québec qui ont les moyens de prendre en compte rapidement des nouvelles orientations ou d'adopter de nouvelles pratiques. Donc, le gouvernement veut être là pour les accompagner, pour les soutenir, pour prendre en compte leurs besoins. On veut aussi se doter de systèmes avec des cibles pour être en mesure de mesurer nos progrès. Je pense qu'on est rendu là en aménagement du territoire. On a une bonne boîte à outils quand même. On a une loi qui, oui, date des orientations qui sont plus actuelles, mais on a quand même un système qui a été bien implanté, un système de poupée russe là, avec les orientations gouvernementales, les plans métropolitains, les schémas, les plans d'urbanisme, les règlements d'urbanisme. Donc, on veut construire sur ce système-là, puis aller jusqu'à proposer la mise sur pied de systèmes de monitorage. En matière d'architecture, il y a également une structure de gouvernance qui devrait être proposée. Et tout ça se fera dans le cadre d'une démarche exhaustive de consultation des partenaires. Mon temps étant écoulé, il me reste seulement les prochaines étapes à vous mentionner. La publication du plan de mise en œuvre est donc prévue au printemps 2023 et on est déjà à pied d'œuvre là, pour amorcer, pour lancer les actions stratégiques de ce plan de mise en œuvre-là. Donc, dès qu'il sera publié, il y a différentes actions qui vont se déployer là, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Voilà. Intéressant. Je vois que mon micro a déjà été rallumé et c'est tant mieux puisque j'étais en train de dire à Mme Boucher un grand merci pour sa présentation très intéressante qui met bien la table sur le panel qu'on s'apprête à avoir et qui pose les bases sur le travail qui a été fait par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour mettre en place effectivement l'APNAT et sur ce qui s'en vient. Et donc, maintenant, sans plus attendre, je vais inviter nos trois panélistes à venir me rejoindre sur scène. Donc, Jeanne Robin, Maxime Pedneau-Jobin et Alexandre Turgeon, que j'invite à prendre place. Merci. C'est bon. Ouais. Et donc, je vous les présente brièvement avant de leur laisser la parole. Dans l'ordre, Jeanne Robin, qui est porte-parole de l'Alliance Ariane. Elle est directrice principale de Vivre en Ville. Elle participe depuis sa création en 2015 au comité directeur de l'Alliance Ariane, une coalition d'organisations québécoises mobilisées pour faire de l'aménagement du territoire une priorité, notamment via l'adoption d'une politique nationale. En tant que co-porte-parole de l'Alliance Ariane, Mme Robin a notamment co-présidé il y a exactement un an le Sommet québécois de l'aménagement du territoire. Monsieur Maxime Pedneau-Jobin a été conseiller municipal de Gatineau de 2009 à 2013 avant de faire 2 mandats comme maire de 2013 à 2021. Pendant ces mandats, la Ville a adopté une série de politiques innovantes confirmant les nouvelles responsabilités des municipalités québécoises, par exemple en matière d'économie sociale, d'itinérance, de lutte au changement climatique et de bien d'autres domaines. Il a été l'un des premiers maires au Québec à appuyer le projet de politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. On peut aujourd'hui le lire régulièrement dans la presse. Monsieur Pedneau-Jobin, merci beaucoup de vous être déplacé à Québec et d'être avec nous ce soir. Notre troisième panéliste, Alexandre Turgeon, est quant à lui directeur général du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale depuis 1996. Mais c'est aussi le fondateur et le président exécutif de Vivre en Ville, en plus d'être le président exécutif du Centre de l'environnement, le Centre Frédéric-Bach, que vous connaissez probablement. Œuvrant en urbanisme et en environnement depuis plus de 25 ans, M. Turgeon travaille à sensibiliser les décideurs québécois à la pertinence des principes du développement durable et des collectivités viables et à concrétiser leur application.
Avant de passer la parole à notre première panéliste, je souhaite préciser que vous pourrez poser des questions aux panélistes au terme de l'échange. N'hésitez donc pas à les noter. Et donc, pour l'heure, Madame Robin, je vous invite au micro. Bonjour, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous, en tout cas pour cette partie-ci, en tant que directrice principale de Vivre en Ville, mais bien en tant que porte-parole de l'Alliance Ariane, qui est un regroupement, une coalition d'organisations et d'experts qui ont des préoccupations variées, mais qui se sont réunis sur un objectif commun, celui d'adopter, sur la nécessité d'adopter une politique nationale en aménagement du territoire. L'Alliance Ariane, on peut dire que c'est l'histoire d'une mobilisation, puis l'histoire d'un succès. Je vais vous en parler très rapidement. Bien sûr, on sait, on a adopté la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais aussi la loi sur la protection du territoire agricole il y a maintenant plus de 40 ans. En 2006, déjà, il y a eu des états généraux sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme qui ont conclu aux besoins d'avoir une politique nationale en aménagement du territoire pour coordonner l'action et clarifier la vision qu'on se donnait dans ce domaine-là. Ensuite, il y a eu du travail. Les plans métropolitains d'aménagement et de développement ont suscité beaucoup de mobilisation de la société civile, une grande réflexion sur l'aménagement du territoire. Il y a eu une tentative de révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a malheureusement avorté. En 2006 et 2015, il ne s'était pas encore passé quelque chose de vraiment structurant dans ce domaine-là à l'échelle nationale. Et c'est là que l'Alliance Ariane se crée. Et c'est là que ça déboule, je dirais, d'une certaine manière. En 2018, après un certain nombre d'actions, je vous présente les jalons quand même importants. En 2018, l'Alliance Ariane organise le forum Savoir où on s'en va, qui réunit 150 têtes de réseau dans tous les domaines liés à l'aménagement du territoire, la santé, le patrimoine, l'environnement, l'agriculture, des représentants de municipalités. Les 4 partis politiques qui vont se lancer en élection dans les mois suivants sont présents, sont représentés à ce sommet-là. Ensuite, à l'issue de ce sommet, l'Alliance Ariane propose une feuille de route et se lance dans une tournée préélectorale. À l'issue de cette tournée-là, il y a 3 partis majeurs sur 4 qui vont mettre l'adoption d'une politique nationale d'aménagement du territoire dans leur plateforme électorale, donc en 2018. En 2018 et 2019, c'est le début des mobilisations locales et de la mobilisation du milieu municipal en faveur de l'adoption d'une politique nationale. La liste que vous voyez ici, c'est plusieurs municipalités qui ont adopté une résolution d'appui à l'adoption d'une politique nationale, donc quelque chose de majeur. Un peu aidé, on peut dire, par l'actualité. En 2017 et 2019, on le sait, des inondations importantes font qu'on se repose de plus en plus la question de comment on aménage notre territoire pour qu'il nous protège, qu'il assure notre sécurité. En 2019-2020, la pression s'accentue, les enjeux d'environnement sont de plus en plus présents. Et finalement, en 2021, le Premier ministre, puis la ministre des Affaires municipales, annonce l'ouverture d'une conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement. À cette occasion-là, l'Alliance Ariane se lance dans une grande tournée Parlons Territoire pour expliquer quel rôle ça peut jouer l'aménagement du territoire et mobiliser effectivement en faveur de la participation aux consultations publiques lancées par le gouvernement. Ça culmine avec un sommet québécois de l'aménagement du territoire, donc il y a exactement 1 an, organisé en collaboration entre l'Alliance Ariane et le G15+, et où donc le milieu économique se mobilise fortement en faveur de l'adoption d'une politique nationale, qui est donc adoptée en 2022. Donc on peut parler d'une histoire de succès. Je pense que avec le recul, ce succès-là, il est lié bien sûr à beaucoup de travail, mais je pense qu'il est lié aussi à la convergence entre 2 types de besoins. Le besoin des spécialistes de la pratique, de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture,
qui avait besoin de clarifier, de se donner un peu un fil d'Ariane entre toutes les lois qui touchent l'aménagement du territoire, tous les acteurs qui exerçaient leur pratique là-dessus, et le besoin de la société civile et le besoin des spécialistes des enjeux. Ceux qui se préoccupent de santé, ceux qui se préoccupent d'environnement, ceux qui voulaient protéger le territoire agricole, ceux qui voulaient protéger les édifices patrimoniaux. Et pour toutes ces personnes-là, c'était important, et pour toutes ces organisations-là, ils se sont rendus compte que c'était nécessaire d'agir en aménagement du territoire. Donc cette convergence-là, elle a vraiment permis d'arriver à une forte mobilisation qui a soutenu la prise de conscience gouvernementale et donc l'adoption de la politique. Maintenant, bien sûr, c'est un succès, mais c'est un début de succès, on peut considérer, puisque à peu près toutes les organisations qui ont salué l'adoption de la vision stratégique de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, elles ont à peu près toutes, dans leur déclaration, dit « bravo pour ce premier pas, maintenant on attend le plan de mise en œuvre ». Donc c'est pour ça que l'étape importante, c'est maintenant qu'elle se situe, c'est maintenant qu'on est en attente des mesures qui vont vraiment porter fruit. À l'Alliance Ariane, on avait élaboré dans notre feuille de route 4 étapes pour une politique nationale, et on en est en fait actuellement dans la 3e, donc l'élaboration de la politique nationale. Maintenant que les ministères responsables ont été nommés, on a tenu des consultations importantes, et c'était très important pour l'Alliance Ariane, et c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans la politique, de s'assurer que la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, elle soit inscrite dans la loi. C'est là-dessus que je vais mettre un petit peu plus de détails. On a même proposé le contenu d'un projet de loi qui devrait instaurer la politique nationale. Ce projet de loi, on l'a pensé assez simple et assez succinct, et ça pourrait constituer un premier chapitre d'une loi sur l'aménagement et l'urbanisme révisée, mais parce qu'on pense que c'est important que ce soit la loi qui affirme l'engagement de l'État à adopter une politique nationale. Il ne faut pas que l'organisation, la cohérence en aménagement du territoire puisse varier avec les priorités politiques, donc c'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans la loi. Et définir donc la responsabilité de l'élaboration de la politique. Il faudrait que dans la loi, il y ait écrit les principes qui devraient sous-tendre cette politique-là. C'est sûr que le fait que le territoire du Québec est un patrimoine et que c'est le patrimoine commun de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, c'est un principe qui devrait être inscrit dans la loi. Que les municipalités en sont les gestionnaires, qu'elles sont garantes d'en assurer une utilisation économe dans le respect des différentes responsabilités. Figure parmi les principes qui devraient être écrits. On soulignait aussi que c'est important de préciser une clause cohérence en aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux acteurs qui font de l'aménagement du territoire sans le savoir. À chaque fois qu'un ministère décide d'implanter un bâtiment à un endroit, à chaque fois qu'un ministère adopte une politique, adopte un programme de soutien financier, ça va avoir des incidences sur le territoire, ça va avoir des incidences à très long terme, parfois définitives. Donc il est absolument nécessaire de faire une analyse des impacts de chaque décision gouvernementale sur l'aménagement du territoire et sur la cohérence en aménagement du territoire. Et pour que ce soit une responsabilité comprise par l'ensemble des députés, par l'ensemble des ministres, l'Alliance Ariane a recommandé que ce soit inscrit dans la loi, cette clause cohérence en aménagement du territoire. Puis bien entendu, le fait de disposer de ressources suffisantes à la mise en œuvre d'une politique, c'est un élément qui doit se retrouver dans la loi. Donc, le plan de mise en œuvre de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire doit être inscrit dans la loi, un peu comme dans le projet de loi 44 sur la gouvernance climatique, on a inscrit la nécessité d'avoir une politique cadre sur les changements climatiques. Je disais que c'est un succès. Il y a des succès réalisés. Je pense qu'avec les consultations qu'il y a eu, avec la mobilisation qu'il y a eu sur le sujet de la politique et de l'aménagement, on est parvenu déjà à briser certains silos, à mobiliser. Je pense que la conscience du rôle de chacun en aménagement du territoire, elle est beaucoup plus présente maintenant qu'il y a 8 ans quand l'Alliance Ariane s'est créée. Cela dit, effectivement, il y a encore des succès à obtenir. Puis on est à un point tournant cette année.
avec l'adoption du plan de mise en œuvre. Il ne va pas y avoir beaucoup de moments dans notre histoire où on aura autant de mobilisation, autant de compréhension d'un enjeu et d'une méthode aussi complexe que l'aménagement du territoire. Donc c'est vraiment une occasion à saisir pour changer les pratiques. Et je suis vraiment fière qu'on organise un panel sur ce sujet-là aujourd'hui. Puis je vous laisse sur cette photo et je décline toute responsabilité pour la nostalgie qu'elle pourrait susciter puisque c'était le lancement de l'Alliance Ariane en 2015. Merci. Un grand merci, Madame Robin, pour cette présentation qui est revenue sur l'histoire de l'Alliance Ariane. Et sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Monsieur Pedneau-Jobin pour la suite. Bonjour à vous tous. Le micro va bien? On m'entend bien? Merci beaucoup de prendre une soirée comme ça pour militer en quelque sorte, pour réfléchir à des enjeux importants. C'est grâce à des citoyens, des citoyennes comme vous qui font ça qu'on progresse comme société, là, parce que autant les fonctionnaires que les politiciens ou les ex-politiciens peuvent faire un bout, mais il faut que la communauté se mobilise. Puis on me dit qu'il y a plusieurs personnes à distance aussi, donc merci à eux aussi qui sont à la maison devant leur ordi puis qui gâchent leur soirée en réfléchissant à leur communauté. Ça fait que je les remercie de le faire, c'est vraiment important. Moi, j'aime beaucoup le genre de ces invitations-là parce que, comme politicien, je ne dis pas qu'on n'est pas libre de dire ce qu'on veut, mais on choisit nos batailles. Puis si on dit ce qu'on veut tout le temps, bien, on a tellement de batailles à mener qu'on n'atteint plus nos objectifs politiques pour lesquels on a été élus. Donc, langue de bois, puis tout ça. Ça fait que j'apprécie beaucoup parler librement. Puis si les gens ne sont pas d'accord, bien, c'est mon opinion à moi. Puis c'est pas toute la ville qui vient des sans dessous le lendemain parce que j'ai dit quelque chose d'un peu croche. Donc, merci de m'inviter, de me permettre de vivre ça. Aujourd'hui, mon contenu ne sera pas tellement nouveau là, parce que je dis on choisit nos batailles, mais tout au long de ma carrière, l'aménagement du territoire, c'est une bataille que j'ai presque toujours choisie. Je souligne presque là, parce qu'il y a toujours des sacrifices qu'on fait de temps en temps parce que le contexte n'est pas bon, parce que la vie politique est complexe, mais presque toujours, j'ai mené ces batailles-là, dont certaines importantes. D'abord pour des questions environnementales, mais je dirais aussi pour des questions de qualité de vie en général. Tu sais, ce qu'on fait, là, c'est vraiment donner, je vais revenir là-dessus, mais du bonheur aux gens. Là. Si on construit des communautés qui ont d'allure, bien, c'est fondamental ce qu'on fait au sens fondamental du mot fondamental. Moi, j'ai siégé au conseil municipal de Gatineau de 2009 à 2021. J'ai vu notamment la bataille entre le vieux et le nouveau municipal. Bataille qui est loin d'être terminée. Je vous donne une petite anecdote qui est un peu révélatrice, mais dans ma première année comme conseiller, j'ai un conseiller qui vient me voir. Lui, il détestait les urbanistes, un vieux conseiller qui était là dans l'ancienne ville, puis qui continuait dans la nouvelle. Puis il me dit, je suis allé en France. Il dit, c'est beau la France, c'est beau, là, des petits villages, des belles rues, des belles villes. Il dit, tout est beau. Il dit, sais-tu pourquoi c'est beau, Maxime? C'est parce qu'il n'y a pas d'urbanisme. Ce qui est faux, mais bon. Mais ça représente son approche. C'est lui, des principes comme l'Alliance Ariane, il votait contre. Là. Et parce que son approche, c'est si on règle ça entre nous autres, puis qu'on se parle avec le promoteur, puis nos employés, nos fonctionnaires, mais il ne faut pas qu'ils nous dérangent trop, nos fonctionnaires. Mais si on fait ça entre nous autres, ça va bien aller. Ça, c'est l'extrême de ce que j'appelle le vieux municipal. 12 ans plus tard, la ville de Gatineau avait adopté l'Alliance Ariane. On avait protégé des grands pans de notre territoire. On était devenu la meilleure ville vélo au Canada. Notre gestion des matières résiduelles est exceptionnelle. Puis tout ça avec l'accord de principe d'à peu près tout le monde. Quand on a adopté l'Alliance Ariane, puis c'était un peu une manœuvre politique, c'est qu'on disait on veut qu'ils votent là-dessus. Parce qu'après, on va leur rappeler. Parce que la bataille de principe, selon moi, elle est gagnée dans une large mesure. Mais c'est le cas par cas qui pose problème. C'est qu'après ça, c'est la réalité. C'est quand tu es devant le promoteur et il dit « Ah, ouais, Maxime, là, je veux dire, c'est important, ça crée des jobs, notre affaire, mais c'est pas à bonne place, c'est tout croche, etc. » Mais quand on arrive dans des cas comme ça, c'est là où c'est bon de les avoir forcés à voter pour l'Alliance Ariane parce qu'on peut leur dire « Bien, ça ne correspond pas aux principes que vous avez mis sur la table. » Ça va être un peu décousu parce que j'ai quelques messages à passer, puis il y en a qui relèvent plus directement de l'aménagement, puis d'autres qui sont des choses que j'avais le goût de dire. Le premier message, c'est certains ont entendu cette anecdote-là, mais je la raconte parce que pour moi, elle est extrêmement importante, c'est qu'il faut qu'on se méfie de nous-mêmes.
On a vu des photos tantôt, puis moi, à chaque fois, j'ai des émotions. En 2017, les inondations, ça a été dur. À Gatineau, là, dépendant de comment on le calcule, là, c'est 30 à 40 de sinistrés du Québec qui étaient chez nous. Dans Pointe-Gatineau, entre autres, qui est un des quartiers les plus pauvres, sinon le plus pauvre de Gatineau. Ça fait que ça faisait mal à du monde qui avait déjà mal. Donc, beaucoup de souffrance. 4 mois plus tard, en pleine campagne électorale, le conseil municipal vote majoritairement pour construire un concessionnaire en zone inondable à peine 200 mètres de la zone la plus sinistrée. C'est l'endroit où l'eau doit aller, en fait. C'est la zone d'expansion de l'eau. Là. Bien, on mettait un concessionnaire. Ça ne s'invente pas, c'est des autos. On mettait un concessionnaire là. Parce que c'était polarisé, on était en campagne électorale, les gens voulaient dépeindre Action Gatineau comme ceux qui sont contre le développement. Puis, c'était toutes sortes de raisons qui font qu'on prend une décision absurde. Ce n'est pas un super exemple parce que ce n'était pas un cas où la Ville décidait ultimement, on avait besoin d'autorisation de Québec, mais on demandait à Québec de nous donner l'autorisation. On perd le vote, l'élection se produit, il y a du monde qui change au conseil, puis on réussit à mettre dans l'espace public que le gars avait fait du remblai. Illégalement dans la zone inondable, c'est fou, là. Fait qu'on finit par gagner le vote, fin de l'histoire. Mais le principe de ça, c'est qu'il faut se méfier de nous-mêmes, parce que la proximité a des grands avantages. Là, on prend des meilleures décisions quand on est proche du monde, mais aussi des dangers. Parce que quand tu es bien proche du promoteur, là, des fois, tu as le goût de dire oui, surtout qu'il t'aide, tu le connais, c'est le beau-frère. Tu sais, je ne veux pas résumer la vie municipale à ça, mais c'est un peu ça. Là. Moi, tout le monde sait où j'habite à Gatineau, même si c'est une ville de 300 000 habitants. Donc, il faut, puis là, je ne veux pas dire le contraire de ce que je viens de dire, mais il faut que les villes aient une capacité de prendre des décisions, une capacité d'influencer leur développement. L'aménagement du territoire, c'est éminemment politique. Là. C'est quel genre de village on veut, quel genre de rue on veut, quel genre de vue on quartier. Puis ça, bien, les gens qui l'habitent doivent avoir une prise là-dessus. Mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça fait qu'il faut des contre-pouvoirs. Puis c'est là où il y a un défi dans le plan d'aménagement qui, selon moi, est vraiment important. Parce qu'il faut qu'on soit capable d'empêcher des absurdités. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui, à une certaine distance du terrain, dise non. J'ajouterais qu'il faut même que les politiciens locaux aient la capacité de se cacher derrière, parce qu'on n'a pas tout du courage tout le temps, se cacher derrière une instance comme, je donne l'exemple de la CPTAQ, moi je les aime bien en général, en principe en tout cas, la Commission de protection du territoire agricole. Tu sais, la Ville, des fois, peut demander un dézonage. On le fait avec un peu de gêne. On ne fait pas trop de troubles au village dans la ville parce qu'on a l'impression d'être du bon bord, mais on est content qu'ils nous disent non. Tu sais, ça prend des fois un mécanisme pour que quand il y a de l'absence de courage, on ne dézonde pas, là. Puis quand il y a du courage, tant mieux. Puis je pense que c'est mieux qu'il y en ait. Puis moi, je crois dans les partis politiques qui ont des vraies convictions puis qui les défendent, mais la vraie vie, c'est que c'est pas toujours ça. Ça fait que ça prend des... Tu sais, il y a des mauvais ministres des fois, il y a des mauvais maires des fois, il y a des mauvaises villes des fois, il y a des citoyens qui ne sont pas toujours du bon bord, il y a des promoteurs qui ne sont pas toujours du bon bord. Ça fait que ça prend une structure de contre-pouvoir pour éviter ça. C'est pour ça qu'une ligne directrice, un fil d'Ariane, là, ou même une ligne dans le sable, où si on ne le dépasse pas, là, ça prend des mesures comme ça. Deuxième message qui est corollaire du premier, c'est que pour moi, les vraies questions n'ont pas encore été posées. On a gagné, selon moi, la bataille des principes, mais c'est la prochaine bataille qui est fondamentale. Tu sais, moi, quand j'ai vu que l'UMQ, tout le monde était content au moment du dépôt de la politique, à la FQM, tout le monde était content, bien, moi, j'étais bien inquiet. Parce que là-dedans, il y en a qui veulent du développement urbain, de l'étalement urbain, il y en a qui ne croient pas, qui veulent dézoner, qui veulent augmenter le périmètre urbain. Ça fait qu'il faudrait que les autres soient choqués à la fin, sinon ça ne marchera pas. Est-ce qu'il me reste déjà 2 minutes ou j'ai fait 2 minutes? Il reste 2... Hey. Donc, pour moi, il faut que le plan de mise en œuvre dérange du monde. Il faut que ça choque. Il faut qu'il y ait des gens qui disent hey, « Moi, je ne veux pas le protéger, le paysage, si ça fait que le grand terrain à l'entrée du village, je ne peux pas mettre une grosse bâtisse dessus. » Là. Il faut que, si ça choque personne, moi, je pense qu'on est dans le trouble. Puis c'est une façon un peu simpliste de le dire, mais je pense que vous comprenez. Il faut qu'il y ait des sacrifices qui viennent avec le plan de mise en œuvre. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Là, il faut que j'aille vite. Mon prochain message, j'aurais pu dire que ça. C'est 5 mots. Réforme de la fiscalité municipale. Si on ne fait pas ça, là, on peut prendre la politique, si bonne soit-elle, puis l'acheter au vidange. J'exagère assez peu.
Parce que la fiscalité, là, c'est comme tout l'univers qui complote pour qu'on prenne une mauvaise décision municipale parce qu'on a besoin d'argent, pas parce qu'on est des maniaques de l'étalement urbain, puis du développement, tout ça. C'est parce qu'on veut faire du développement social, du développement économique, investir dans la culture. On est le principal diffuseur de sport, de loisirs, de culture. Les villes font énormément de choses. Dans les inondations, là, c'était super le fun d'avoir l'armée. Il était 70. On était 900 employés à temps plein de la ville pendant 4 mois de plus que les 6 semaines de l'armée. Bien, ça prend de l'argent, ça. Bien, ça veut dire qu'on a besoin de développer, ça veut dire qu'on a besoin de des bâtisses, ça veut dire que les grands champs, là, on les regarde en salivant. Là. Ça fait que si on ne change pas la fiscalité municipale, tout l'appareil va fonctionner pour chercher toutes les zones grises de la politique, pour essayer de construire là, des zones là, massacrer une terre humide. Puis ça, c'est même du bon monde qui fait ça. Là. C'est des gens qui ont des principes parce que tu regardes ce que ça te donne d'un côté, puis ce que tu perds de l'autre, puis de temps en temps, tu dis, bon, on va construire. Fait que ça, pour moi, la fiscalité municipale, si on ne parle pas de ça, on est cuit. Mon dernier point, je vais le dire brièvement, mais il faut qu'on fasse aussi la promotion d'idées qui ne sont pas super populaires, comme par exemple la beauté. Ça prend de la beauté dans nos communautés. Jean-Paul Lallier disait, puis il y a des gens qui l'ont bien connu dans la salle, il disait que ce qui appartient à tout le monde, c'est ça qui devrait être le plus beau. Puis présentement, souvent, ce qui appartient à tout le monde, c'est le plus laid. T'sais, on n'investit pas dans nos édifices publics, on ne fait pas nécessairement des belles villes, on ne fait pas de l'aménagement, de la finition parce qu'on sauve des pièces ici et là. Fait qu'il y a des batailles comme ça, puis j'aurais voulu en parler plus longuement, mais qu'on doit mener, parce que c'est ça qui va changer la culture. C'est ça qui fait que quand un dossier va arriver au conseil municipal, bien, les gens vont dire « Hey, c'est intéressant pour notre communauté », plutôt que juste dire « Ça coûte cher et on n'a pas d'argent ». Il y a des batailles comme ça, pour moi, qui sont importantes. Ça fait qu'il faut que le plan de mise en œuvre et la nouvelle politique donne des moyens d'exister à cette beauté-là. Puis ça a l'air théorique, mais c'est pratique, c'est très concret. Là. Quand le dossier arrive au conseil, là, si les gens n'ont pas ça en tête, là, bien, on construit, puis on va au plus cheap. Puis on essaie de gagner nos élections en disant qu'on n'a pas augmenté les taxes beaucoup. Fait que, bien, je vous remercie beaucoup. Un gros merci pour ces considérations particulièrement intéressantes et on vous invite à garder les éléments dont vous n'avez pas pu parler pour la période de questions et d'échanges. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler plus amplement et ça va être fort intéressant de vous entendre davantage. Sans plus attendre, je cède la parole à notre dernier panéliste, Alexandre Turgeon. Merci, Alex. D'abord, merci de l'invitation. Je pense que c'est la première fois que Vivre en Ville m'invite à participer à un événement en tant que directeur du Conseil régional de l'environnement. Depuis 27 ans qu'on a créé l'organisation. C'est quand même bien. Merci d'avoir pensé à moi. Ceci dit, Martin, prochaine fois, là, je suis juste au bord du corridor. Viens me voir. Envoie-moi pas de courriel pour que je ne l'apprenne pas dans l'infolette de l'organisation de l'AGA que je suis panéliste. Ça va être... Bref, j'ai préparé rapidement mon mot pour aujourd'hui, cet après-midi. Merci à Vivre en Ville d'organiser ce débat-là parce que depuis mardi, j'y réfléchis. Puis, à mon âge, j'ai l'impression qu'on tombe dans une espèce de fatalisme où on se dit ça va mal puis ça va continuer d'aller mal. Et ça m'a remotivé à rappeler à quel point, oui, on est content d'avoir une politique. Mais comme M. Pedneau-Jobin l'a dit, pour le moment, on est au niveau des principes auxquels tout le monde dit qu'il adhère, mais ça ne change strictement rien pour le moment sur le terrain, sur nos façons de faire en matière d'aménagement. Et pourtant, et le message que je veux amener ce soir, c'est qu'il y a une urgence de changer nos façons de faire. Il y a une urgence d'aller vite parce qu'on n'a pas une fenêtre d'opportunité qui est extrêmement grande. Il ne sera jamais trop tard pour mieux faire les choses en matière d'aménagement du territoire, pour faire en sorte que notre aménagement du territoire nous coûte moins cher, créer des milieux de vie de meilleure qualité pour les citoyens, que ça nous coûte moins cher en infrastructure publique. Par contre, la crise climatique, elle, exige qu'on aille vraiment vite pour changer nos façons de faire, qu'on arrête d'aller dans la mauvaise direction année après année, pour ne pas dire mois après mois, parce que c'est ça qu'on fait depuis 43 ans, depuis la création de la loi sur l'aménagement du territoire. Malgré les beaux objectifs, on va, année après année, dans la mauvaise direction.
même s'il y a parfois des beaux exemples qui émergent sur le territoire. Et l'autre chose, c'est que la croissance urbaine au Québec, la croissance de la population, il n'y en aura pas énormément après 2040. Donc, si on veut réparer les tissus urbains, il y a une urgence de capter la croissance qu'on a actuellement et de bien la placer de façon urgente. J'ai bien aimé dans les images que Jeanne nous a montrées, il y avait un article de la presse qui disait « Notre modèle de développement doit changer ». Ça, c'est issu au lendemain du sommet organisé par Ariane et le G15+, en janvier l'année dernière. C'est tout récent, mais moi, quand j'étais un jeune étudiant en urbanisme, il y a une autre citation dans les journaux qui m'avait... un titre de journal qui avait frappé mon attention. Le titre, c'était « Aménagement et urbanisme. Le Québec doit effectuer un virage à 180 degrés. » Et là, je fais une parenthèse, c'est le président de l'Ordre des urbanistes de l'époque, Serge Filion, qui disait ça. C'est lui qu'on citait. En 1990, on disait qu'il fallait effectuer un virage à 180 degrés sur nos pratiques en matière d'urbanisme. Et on ne l'a pas fait, ce virage-là, même pas de quelques degrés, là. Alors, je tiens à saluer Serge pour sa carrière, pour son investissement à Vivre en Ville. Merci encore, je le ressoulignerai dans le cadre de l'Assemblée générale, pour ton implication auprès de notre organisation. Donc, on voit que ça ne date pas d'hier. Et là, je vais y aller rapidement parce que je viens de voir que mon temps est limité. Je suis retourné dans une présentation qu'on m'avait demandé de faire en 2011 au lancement de Sagacité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le court film d'animation, et où on disait en introduction que l'urbanisme est la façon la plus intelligente, la moins coûteuse de lutter contre les changements climatiques. Et pourquoi il faut changer nos façons de faire? Bien, c'est ça, quand c'est un milieu résidentiel de qualité, c'est ça qu'on offre aux Québécois, de l'unifamilial, isolé, loin des services, dépendant de l'automobile, alors qu'on pourrait offrir des milieux de vie de meilleure qualité, avec une diversité architecturale un peu plus grande. Nos commerces qui sont monofonctionnels, des grandes surfaces, alors qu'il y a moyen, même pour les grandes surfaces comme des Home Depot, de les rassembler dans des contextes mixtes où il y a des résidences en milieu urbain où les gens ne sont pas obligés de se rendre en auto sur ce type de territoire-là. Nos McDonald's monofonctionnels. En fait, le zonage monofonctionnel devrait être aboli au Québec. Forcer la mixité a priori pour bien utiliser notre territoire. Nos rues, et quand on en ouvre au Québec, même s'il y a des urbanistes qui aimeraient les faire plus étroites, comme on voit dans plusieurs écoquartiers européens, se battre pour nous dire non, hein, pour les raisons de déneigement, il faut les faire extrêmement larges encore aujourd'hui. Et quand on ouvre des nouvelles rues à Québec, il y a des fonctionnaires qui chicanent. Ça, j'aimais ça à taquiner le ministère des Transports en disant que ça, c'était une infrastructure verte pour le ministère des Transports, alors qu'il faut penser notre mobilité autrement. Et même si, comme organisation, ça fait plus de 22 ans qu'on fait la promotion de l'implantation du tramway comme mode de transport collectif, là où c'est nécessaire, on en a juste un au Québec qui est un peu avancé puis qui est à l'étape de l'appel de projet. Et puis, quand je vous dis que chaque année, ça ne change pas, c'est ça. J'ai pris Saint-Nicolas, mais j'aurais pu prendre n'importe où au Québec, là. L'étalement urbain, il continue. Ça, c'est un débat qu'on a cette année là, à Québec, là, à Saint-Augustin, où on veut agrandir les quartiers industriels dans les terres agricoles adjacentes. Puis c'est des quartiers industriels qui sont mal utilisés actuellement, qui sont sous-utilisés, qui sont à très faible densité, où j'aime bien Louis Garneau là, pour ses produits, là, mais c'est normal que j'aille acheter des électrolytes du type Gatorade, mais des Louis Garneau, des cuissards ou un vélo dans un quartier industriel. C'est-tu nécessaire? Moi, je ne suis pas certain qu'on a besoin de ça. Et puis, il y a des débats au sein des villes quand on dit qu'il faut changer nos pratiques en matière d'aménagement du territoire. Puis là, j'ai pris l'exemple de la Ville de Québec. Il va falloir qu'on arrête d'avoir la politique du moins pire. Où, vous savez, pour dézoner les serres de la Charité, la Ville de Québec avait fait faire une étude pour démontrer que valait mieux développer les terres des Sœurs de la Charité d'un point de vue gaz à effet de serre, parce que sinon, les gens allaient s'installer n'importe où, sur la côte de Beaupré ou dans Port-Neuf, à Pont-Rouge, etc. Et aujourd'hui, on a peut-être gagné les terres des Sœurs de Charité, mais toutes les terres, j'ai-tu un pointeur là-dessus? Toutes les terres
à l'est du boulevard Beau-Royal, il y en a autant de terres agricoles. Bien, ça, c'est moins connu. Puis ça, bien, il pourrait y avoir des tentations d'y revenir et d'aller dézoner ce type de territoire-là. Et il ne faut pas. Puis il y a des villes. J'ai vu le directeur du développement de la ville de Lévis hier, ancien directeur de l'urbanisme, qui nous disait « Ah, on fait de la densité à Lévis. » Oui, on en fait de la densité. Ça, c'est de la densité à Lévis. Je conviens que c'est dense, puis on trouve ça à Trois-Rivières. On trouve ça dans plein de villes au Québec, ce type de densité-là. Mais de la densité où ta cour arrière, c'est juste du stationnement, où tu es dépendant de l'automobile pour aller chercher le moindre élément que tu veux consommer pour ton alimentation. Est-ce que c'est vraiment ça, changer nos pratiques en matière d'aménagement du territoire? Alors, je ne suis pas certain. Alors, moi, en terminant, ce que je veux dire, c'est justement sur les changements de pratiques. Premièrement, il faut apprendre à voir les terrains vacants qui sont potentiels de développer. Et ça, partout au Québec, les villes ne voient pas, les fonctionnaires, les élus, les citoyens ne voient pas les terrains qui sont disponibles pour du développement sur leur propre terrain. Là, j'ai pris un exemple sur le long de l'axe du tramway entre Belvédère et Saint-Charles-Garnier, qui montre qu'il y a plein de terrains. Il y a des terrains, d'ailleurs, depuis qu'on avait fait cette carte-là au CRE, qui ont commencé à être développés. Apprendre à faire des milieux de vie de qualité. J'aurais pu prendre des exemples de cohabitat assis à Québec ou des écopropriétés habitus. Je n'ai pas trouvé rapidement de photos dans la demi-heure qui me restait pour préparer la présentation. Mais cette idée-là de mettre en collectif des espaces communs autour des milieux habités, ça participe au changement de pratique qui rendent la densité plus intéressante, plus attrayante pour les citoyens. Je vais terminer... Je vais terminer là-dessus puis je vais répondre aux autres questions, mais simplement conclure en disant qu'il y a des outils législatifs qui vont devoir être changés, mais peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une volonté politique beaucoup plus forte de la part du gouvernement du Québec, puis qu'il y ait une compréhension de la part de pas juste la ministre des Affaires municipales, mais du gouvernement au complet, de comprendre pourquoi il faut changer nos façons de faire en matière d'aménagement pour qu'on ait des gestes forts qui forcent des changements à court terme sur le territoire québécois. Merci. Un grand merci, M. Turgeon, pour cette présentation qui met bien la table pour la période d'échange. Comme je vous l'avais mentionné, on va prendre 15 minutes pour échanger entre panélistes, puis on vous laisse la place pour poser vos questions. Comme on a pu le constater, la vision stratégique de la PNAT met de l'avant que la manière dont on a aménagé le territoire jusqu'à maintenant ne répond pas aux besoins et aux enjeux actuels. La présentation d'Alexandre Turgeon l'a notamment montré. À l'heure actuelle, on développe de façon, pas toujours optimale pour utiliser un euphémisme. Selon vous, de combien de temps est-ce qu'on va avoir besoin pour changer nos politiques et notre façon de faire, nos pratiques avec la PNAT? De combien est-ce que de temps? En fait, c'était clair. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut commencer ou je désigne quelqu'un? Vas-y. Bon. Oui, merci pour la question. C'est sûr, on a parlé par exemple de fiscalité municipale. Il y a certains éléments qui vont être à raffiner au fur et à mesure. Toutefois, on le sait, c'est quelque chose qui s'est énormément dit pendant toutes les consultations. Les décisions en aménagement du territoire, on les prend une fois pour toutes. Donc, tout le retard d'implantation des mesures, ce n'est pas juste du temps perdu, c'est du rattrapage qu'il va falloir faire. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour changer les choses tout de suite dans certains domaines. Puis, pour un consensus qui s'est développé à l'Alliance Ariane, par exemple, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer, c'est de cueillir les fruits mûrs tout de suite, quand ils sont mûrs. Et par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de municipalités qui veulent redévelopper, qui veulent densifier, qui veulent construire sur des friches sur leur territoire, mais que c'est un peu plus compliqué, un peu plus coûteux de le faire que faire de l'étalement urbain. Donc, ces municipalités-là, il faut les aider la création d'un fonds en aménagement et urbanisme durable doté de 100 millions par année pour soutenir ces opérations de requalification-là. C'est sûr que c'est une mesure en fait, qu'on aurait dû déjà mettre en place, mais disons que le meilleur moment pour la mettre en place, à part il y a 10 ans, c'est maintenant. Donc faisons-la, puis faisons-la tout de suite pour ça.
pour Oui. commencer dès maintenant la mise en œuvre. Monsieur Penneau-Jobin? Oui. Moi, c'est-à-dire que je suis très enthousiaste par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que ça va être compliqué de changer les pratiques parce que, comme Mme Boucher, je crois, l'a dit, c'est des poupées russes, là. Mais les poupées russes, à un moment donné, la petite poupée, là, c'est un fonctionnaire municipal qui donne un permis. Bien, il faut que ça s'arrime, tout ça. Il faut que ça soit cohérent. Puis il faut que ce fonctionnaire municipal-là connaisse l'ensemble des poupées russes. Tu sais, dans quel... Et je trouve que moi, c'est ça une faille qu'on a. Puis, par exemple, toute la suite des discussions sur les inondations, là, les villes ont été associées, puis selon moi, il y a un pas important qui a été fait pour associer les villes. Mais il faut qu'on aille encore plus loin que ça. Il faut que ça soit un travail presque continu suite à la politique puis à son plan de mise en œuvre pour que les uns et les autres sachent dans quel cadre on travaille, s'entraident, s'expliquent comment ça se passe dans une ville, facilitent la discussion quand la ville, sa réglementation contredit l'autre poupée russe ou veut contredire les autres outils. Ça fait que ça a l'air un peu général, mais l'idée de travailler ensemble tout le temps, là, puis quand je dis ensemble, là, souvent, on va nous consulter au début et à la fin. Puis l'objectif, c'est qu'on soit content à la fin. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on soit des partenaires tout le temps, puis qu'on apprenne ensemble. Surtout que si on fait des changements fondamentaux, il faut qu'on apprenne ensemble. Puis ça, c'est dur, parce que le ministre, souvent, des fois, le fonctionnaire voudrait nous rencontrer, mais le ministre ne veut pas parce qu'il veut se protéger contre le maire qui n'est pas de son bord. Des fois, c'est le fonctionnaire qui dit non, c'est moi qui ai l'expertise, puis je ne veux pas trop me faire déranger par les experts locaux. Tu sais, c'est pas simple, ce que je dis là, mais il faut faire ça. Puis c'est ça qui va nous faire gagner du temps. Même si ça prend un petit peu plus de temps de travailler ensemble, c'est ce qui, ultimement, va nous faire gagner du temps parce qu'on va avancer, justement, ensemble. J'aime beaucoup la vision connectée au terrain là, de M. Penneau-Jobin, que peut-être que nous, qui travaillons dans des organismes d'intérêt public, on a moins. Moi, je dirais que il faut rapidement mettre en place les changements au cadre d'aménagement dont Isabelle Boucher a parlé dans sa présentation. Parce que les changements sur le terrain, ce n'est pas rapide. Là. Même quand avec David Paradis, hier, on regardait différents projets autour d'Helsinki puis de Stockholm, voir comment ça avait progressé en allant voir sur Google Maps. Puis, tu as beau avoir une opération urbanistique qui dit « OK, je revitalise ce terrain-là », qui est une ancienne friche portuaire ou industrielle, puis je vais en faire un quartier résidentiel pour les citoyens de demain. Mais c'est des opérations qui prennent 10 à 15 ans. Et il faut qu'il y ait un début à ces opérations-là, et d'où l'importance qu'on ait un cadre assez rapide. Et nous, on plaide peut-être pour un certain nombre, je dis nous, là, je parle les conseils régionaux de l'environnement, pas juste le CRE de la capitale. On plaide sur un certain nombre de moratoires qui pourraient faire mal puis inciter les acteurs à aller un peu plus vite dans le milieu municipal. On pense à un moratoire sur l'ouverture de nouvelles rues en milieu vierge pour arrêter d'empiéter sur nos terres agricoles, arrêter d'empiéter sur nos milieux naturels, arrêter d'empiéter sur les milieux humides, qui, d'un point de vue climatique, en passant, là, je fais une parenthèse, hein, Hydro-Québec, j'ai appris récemment que ne veut plus faire de lignes de transport d'électricité aérienne et qui juge que c'est dorénavant plus rentable de les faire en souterrain à cause de l'engagement d'Hydro-Québec à devenir carboneutre. Et puis que s'il faut qu'ils compensent les forêts qu'ils détruisent quand ils font des lignes aériennes, bien, ça coûte bien trop cher. Donc, dorénavant, ils sont prêts à les faire en souterrain, qui, par ailleurs, augmente la résilience des infrastructures et puis améliore nos paysages. Alors, si les villes avaient à compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'elles font quand elles décident d'ouvrir des terrains vierges, peut-être qu'ils y penseraient à deux fois. Moi, je pense qu'il faut un certain nombre de mesures rapides à court terme en attendant que le nouveau cadre s'implante. Oui.
C'est des mesures intéressantes. Vous avez évoqué le fonds, vous avez l'idée en fait de mettre des fonds pour accompagner cette politique-là, de travailler ensemble. Si je vous demandais maintenant de cibler 2 mesures incontournables que devrait contenir le plan de mise en œuvre de la PNAT pour qu'il soit pleinement efficace, quelles seraient ces 2 mesures-là? C'est moi qui commence. On commence. Ben, c'est facile, c'est très facile pour moi cette question, merci. Parce que dans la feuille de route de l'Alliance Ariane, on avait identifié 3 chantiers prioritaires à ouvrir. Donc, pas des mesures faciles. Il y en a une qui est déjà prévue, qui a été annoncée, donc je la prends pas comme mes 2 mesures. C'est la loi sur la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et les 2 autres chantiers prioritaires, c'était la révision de la fiscalité municipale, notamment pour s'assurer que la fiscalité municipale, elle reflète davantage les coûts collectifs. Et là, on parle des coûts d'infrastructure, mais on parle aussi des coûts environnementaux puis des coûts pour la santé. Parce qu'effectivement, je souscris à ce qui a été dit par Maxime Penneau-Jobin. C'est vrai que la fiscalité municipale, actuellement, elle valorise, elle favorise des types d'urbanisation qui sont ceux qui causent le plus de problèmes. Et ça a même été mentionné par l'Union des municipalités du Québec depuis 2012. Donc, je pense que le consensus est là et il faut réviser cette fiscalité municipale-là. Donc, c'était un des chantiers prioritaires. Et le deuxième chantier prioritaire, c'est de changer complètement la façon de planifier les transports. Et la recommandation que faisait l'Alliance Ariane, c'est que la planification des transports relève dorénavant d'un ministère qui regrouperait aménagement du territoire et transport. Et l'opération serait confiée à une agence de transport. Pour s'assurer d'une cohérence là-dedans, parce qu'on le sait, les 2 moteurs de l'étalement urbain, 2 des principaux moteurs de l'étalement urbain, c'est la fiscalité municipale et c'est le développement de la capacité routière. Donc, en planifiant plus étroitement l'aménagement et les transports, on vient changer la donne. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne change pas vraiment la donne. La fiscalité, moi, je ne redirai pas ce que j'ai déjà dit, sinon qu'à chaque fois qu'un projet est déposé, ils nous disent c'est tant de taxes que ça vous donne. On s'est battu contre un gros projet, là, des tours de 35 étages, 55 étages dans un quartier patrimonial. Là. Mon principal adversaire, là, c'était le chiffre 8 millions. C'était 8 millions de taxes que ça donnait un projet comme ça. 8 millions de taxes, là, c'est 2 de taxes qu'on n'a pas besoin de taxer l'année prochaine. Ça, en élection, c'est bon, ça. Mais ça fait un quartier patrimonial détruit. Fait que l'autre élément, je reviendrai sur ce que j'ai dit tantôt, puis je ne savais pas comment le formuler, là, mais l'arrimage de haut en bas, il y a dans les chantiers, là, l'espèce de dialogue constant qui est nécessaire avec le monde sur le terrain, avec la réalité sur le terrain. Je sais que c'est un peu à côté de la question, là, c'est pas ce genre de mesure-là que vous aviez en tête, mais pour moi, c'est vraiment important. Parce que souvent, là, ça nous arrive, là, puis nous autres, on applique une loi, puis s'il y a une zone grise, bien, si mon urbaniste il est plutôt pro-développement, il va dire la loi a dit ça. Puis s'il est contre le développement, il va dire la loi a dit ça, parce que la zone est un peu grise. Tu sais, les urbanistes, c'est pas que des alliés, des gens qui veulent un aménagement urbain idéal. Là. Je ne veux pas me faire trop d'ennemis, mais c'est comme les politiciens, là, il y en a des bons et des pas bons. Fait que cette espèce d'arrimage-là, là, pour qu'on se parle, pour ce qui se passe à Gatineau, puis ce qui se passe à Wakefield soit arrimé. Parce que l'argument que quelqu'un donnait, là, si on ne le fait pas, c'est M. Turgeon, si on ne le fait pas à Gatineau, ils vont le faire à Wakefield. Là. Ils vont le faire à Cantley. Bien, moi, je ne me couperai pas une jambe pour empêcher l'autre de se couper une jambe. Là, mais c'est ça qui va se passer. On va faire une bêtise pour éviter que l'autre la fasse. Fait que cet arrimage-là de haut en bas, pour qu'on soit capable d'exprimer ça, pour que ça se fasse au niveau aussi des experts, pour moi, c'est vraiment nécessaire. Au moins dans les premières années. Moi, j'en ferais quasiment un chantier là, dans les premières années d'application. Le dialogue entre l'ensemble des acteurs. Puis surtout avec le monde qui, au bout du compte, dit oui ou non promoteur. Là, c'est là que ça se passe. Là. C'est pas dans le bureau du ministre, là, c'est au conseil municipal. Puis c'est en discussion 3 mois avant le conseil municipal avec nos équipes techniques. Là. C'est là où ça se joue. Moi, je vais y aller premièrement avec le cadre. D'abord, mettre en œuvre rapidement des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement et d'urbanisme. Parce que ça presse que le signal soit envoyé au milieu municipal, que ce soit les municipalités ou les MRC qui sont en train de
revoir leur outil de planification, que les choses ont changé et qu'il faut les voir selon des nouveaux paramètres. Et l'autre élément, j'insisterais sur le changement de pratique. Quand je réfléchissais cette semaine, je me disais, pourtant, là, depuis une quinzaine d'années, si tu poses la question à des citoyens dans des consultations publiques à travers le Québec, et il y a de plus en plus de gens formés qui les connaissent, les solutions, qui savent qu'on peut faire autrement, et pourtant, ça n'arrive pas à percer la façon dont on pratique l'aménagement du territoire dans les municipalités à travers le Québec. Alors, comment on fait pour que ça, enfin, émerge? Moi, je pense qu'il y a un chantier qui urge pour que, rapidement, on se dise « Hey, on peut faire mieux. On peut arrêter de... » je relisais le communiqué du regroupement des CRE quand on a salué la mise en œuvre de la politique. On disait qu'il faut arrêter de scraper le territoire. Parce que c'est ça qu'on fait au Québec. C'était malheureusement tout le temps qu'on avait pour nos échanges à nous, parce que je veux vous laisser du temps pour poser des questions. Si vous êtes en ligne, on vous invite à poser des questions. À l'heure actuelle, on a plus de 100 personnes qui sont avec nous à la maison. En su, effectivement, des gens dans la salle. Donc, peut-être pour lancer les échanges, je vais en prendre une qui nous a déjà été posée en ligne. Et je vous invite à vous présenter au micro dans la salle si vous désirez également poser des questions. Donc, on nous demande en ligne comment l'enseignement des fonctionnaires, des urbanistes, des ingénieurs, des paysagistes, des gestionnaires, notamment de l'ENAP, peut-il œuvrer à l'adoption de bonnes pratiques en aménagement du territoire? Cela fait plus de 40 ans que l'Université Laval et que d'autres universités également forment de futurs urbanistes, mais les pratiques ne se sont pas améliorées. Comment cela se fait-il? Où sont les failles? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui voudrait se lancer sur la raison pour laquelle, à votre avis, ça ne s'est pas amélioré? Plusieurs d'entre vous qui ont mentionné notamment la question de la fiscalité, la question aussi de la proximité des fois, puis l'absence de loi cadre. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas davantage amélioré malgré effectivement la formation et les écoles qu'on a? Et moi, j'enseigne aussi à l'Université Laval comme chargée de cours en transport, et je dois dire que l'enseignement a beaucoup changé depuis 20 ans, entre le moment où moi j'ai étudié et aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que la prise de conscience puis l'intégration de tous ces enjeux-là dans les différents programmes d'études, ça n'a rien à voir. Avant, les profs qui nous parlaient de développement durable, ils étaient franchement novateurs. Maintenant, c'est tout le monde. C'est rentré là-dedans. Alors que la profession, elle évolue lentement. Hein. Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui commencent à travailler après avoir étudié dans ces domaines-là. Mais évidemment, il y en a qui n'ont pas étudié là-dedans. Donc, il y a peut-être... Je pense que le problème n'est pas tellement dans la formation. Je dirais aussi que, honnêtement, si les choses ne changent pas assez vite, oui, c'est parce que le cadre n'a pas évolué. Hein. On l'a dit en 2006, les urbanistes et les aménagistes, ils disaient déjà, ça nous prend une politique nationale parce qu'on constate que le cadre actuel, il échoue à prendre en compte des enjeux que maintenant on connaît bien, comme les changements climatiques, comme la santé. Donc, il faut que le cadre évolue pour prendre en compte ces enjeux-là, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, un fonctionnaire, une fonctionnaire, ça reste en poste longtemps. Les élus, ça change aux 4 ans. Puis c'est difficile parfois pour quelqu'un qui doit se faire réélire dans 4 ans de prendre en compte le long terme. Puis ça, honnêtement, c'est un problème physiologique du cerveau humain. Là, je crois que c'est pour ça qu'il vaut mieux changer le cadre. Ou l'hypnose. Moi, je suggérais l'hypnose. Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose là-dessus? Ou... Peut-être. Je pense que M. Pedneau-Jobin l'a bien mentionné dans sa présentation d'ouverture. Je me suis souvent dit, puis quand je discute avec des fonctionnaires, plus qu'avec les élus, je pense qu'on n'a pas envie, comme être humain, d'être dans la posture de... Tu travailles avec quelqu'un avec qui c'est ta job de travailler, dans le cas des fonctionnaires, des promoteurs, puis t'as pas... Les gens ne sont pas dans une posture négative ou hostile a priori. Ils ont envie d'être gentils, ils ont envie de l'aider. Et je pense qu'on a une empathie naturelle à vouloir aller de l'avant. Et quand... Et tous les fonctionnaires savent que, oui, mais si on fait ça,
ça va augmenter la dépendance à l'automobile. On vient ajouter au problème plutôt que de le réduire, au lieu de corriger ce qui existe déjà, puis voir comment on va faire pour réduire la dépendance à l'automobile. Dans tout ce qu'on a construit depuis 70 ans, on est en train, année après année, à ajouter au problème. Mais même s'ils le savent, ils ont le réflexe de faire, ils sont dans un moule, sont dans un cadre, et ils sont un élément parmi plusieurs centaines d'autres employés d'une municipalité, pour des grosses municipalités. Alors, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un signal qui vienne de haut, dire c'est terminé, on ne fait plus ça, on n'ajoute plus au problème. C'est pas tout à fait sur mais c'est en lien avec ce qu'Alexandre vient de dire. C'est que ce fonctionnaire-là, il y a un patron. Il faut que ça vienne d'en haut aussi. Mais il y a aussi du monde, je ne devrais pas dire en bas, là, mais il y a des propriétaires de la ville et ses citoyens. Ça fait que si les processus de participation citoyenne, si les étapes sont transparentes, si les gens voient le développement débile qui va se produire à côté de chez eux, là, s'ils ont le temps de réagir, le fonctionnaire, souvent, là, moi j'en ai vu là, ils cachaient leur sourire, mais ils sont assis, ils entendent les citoyens, puis les citoyens disent exactement ce que le fonctionnaire venait de me dire. Là. Fait que le fonctionnaire était content parce que la population, en général, va être plus du bon bord. Parce que c'est des résidents actuels qui vont vouloir protéger une certaine belle ville. C'est pas le nouveau qui veut arriver avec une maison le moins chère possible. Ça, c'est plus l'adversaire. Mais ceux qui sont là, ça fait que si le processus est transparent, fait de la place à la société civile, fait de la place pour que le citoyen militant, un peu comme bien des gens dans la salle, là, ait le temps de dire « Wow, ça marche pas votre affaire ». Moi, je pense que ça, c'est un atout immense. Pour des gens comme moi, j'ai toujours été minoritaire. Mais la société civile, là, ils m'aidaient en titi, là, parce que c'était pas moi qui le disais. C'était les électeurs de mes adversaires politiques. Ça aide beaucoup. Ouais. Je vois les questions nombreuses en ligne et également nombreuses dans la salle. Malheureusement, on a le temps seulement pour une dernière. Donc, parce que, bon, avec la tempête et effectivement, avec le fait qu'on a pris un petit peu de retard, donc, je vais vous inviter à poser la dernière question. Puis, je vais vous inviter de votre côté à être le plus succinct possible, tout en prenant le temps de bien répondre à la question. Oui, bonjour. Roxane Bédard. Peut-être plus proche un petit peu du micro. Merci. Bonjour. Roxane Bédard, étudiante à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional ici à l'Université Laval. Je me posais la question spécifiquement par rapport aux municipalités ou MRC qui sont juste à la limite de la périphérie, mettons ici, quand on pense à la MRC de Bellechasse ou à la MRC de Portneuf. Comment est-ce qu'on est capable de convaincre ces municipalités-là, ces MRC-là, qui ont longtemps fait face à un problème de dévitalisation et qui soudainement se retrouvent à la limite de l'étalement urbain? Comment est-ce qu'on est capable de les convaincre que cette manne nouvelle n'est pas nécessairement une bonne chose? Vaste programme. Bien, sur les convaincre, il y a quelque chose qui a progressé dans les dernières années. Il y a de plus en plus de municipalités, petites et grandes. On rencontrait le maire de Bois-Châtel, moi puis une de mes employées qui est ici dans la salle au printemps, qui disait, là, premièrement, si on ne veut pas que dans quelques années on nous appelle Châtel, il faudrait arrêter ça, le développement. On avait fait une visite avant de rencontrer le maire et j'étais catastrophé par le développement qui s'était opéré dans les 10 dernières années à l'est du Royal Québec. C'est pauvre comme architecture, c'est monofonctionnel, c'est une ancienne forêt, puis là, aujourd'hui, c'est des quartiers où il y a à peu près plus d'arbres. Mais il y a une conscience de ces gens-là, par ailleurs, puis c'est vrai à Lévis, c'est vrai à Québec, c'est vrai dans plein de municipalités, que attends, là, c'est pas tous les développements. Il y a le revenu en taxes que ça rapporte, mais les villes sont de plus en plus conscients aussi des coûts que les développements leur rapportent. À Lévis, par exemple, ils me disent depuis plusieurs années, on sait que quand on fait de l'unifamilial, on perd de l'argent. Et ça, fait que ça aide peut-être à la compréhension de la question. Ceci dit, sur l'autre aspect que la question que vous posez me fait réaliser, c'est dans le cas de la communauté métropolitaine de Québec, c'est clairement plus un territoire de planification qui est adapté, là. L'étalement urbain se fait de façon extrêmement importante
en dehors du territoire de la communauté métropolitaine de Québec et on n'a pas les mêmes outils de contrepoids entre l'extérieur et l'intérieur de la communauté métropolitaine à Québec que, par ailleurs, la communauté métropolitaine de Montréal a. Alors, moi, je pense que, tantôt, je parlais de changer le cadre. Là. Moi, je pense qu'il ne faut pas changer le cadre. Pour moi, là, à court terme, c'est peut-être quelques petits ajustements à certaines lois, certains articles. Ce n'est pas nécessairement de tout revoir en profondeur puis d'arriver avec une grosse nouvelle loi sur l'aménagement et l'urbanisme de 150 pages, mais peut-être quelques articles et entre autres, comment on fait pour mieux faire ce qui est l'idéal de la loi sur l'aménagement. Le sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme puis des schémas d'aménagement, c'est comment on se partage entre villes la croissance municipale. Mais ça ne s'est jamais fait, cet arbitrage-là. De tout temps, dites-moi la MRC qui a vraiment fait cet arbitrage-là et qui n'a pas additionné la somme des volontés locales dans ses schémas d'aménagement depuis 42 ans. Alors moi, je pense que ça doit changer pour qu'on arrête de, ce que M. Pedneau disait tout à l'heure, là, d'accepter de faire du mauvais dans notre municipalité parce que ça sera toujours bien moins pire que si l'autre municipalité le fait plus loin chez elle. Alors moi, je pense que ça, c'est un élément important qu'il faut changer. Très brièvement, Bédard, deux choses. Je dirais d'abord qu'avec des comptables, vous parlez comme des comptables, si ils connaissaient le vrai coût du développement, là, si on prenait l'ensemble des coûts, là, moi, je pense qu'ils seraient moins enthousiastes avec mais on ne leur en parle jamais. On parle de combien chaque unité va rapporter en taxes. On ne parle pas de la bibliothèque, de ci, de ça, de tout ce qu'il faut faire avec une taxe foncière qui est plus capable de fournir pour ça. Ça fait que le développement, là, si on regarde le vrai coût, est moins intéressant. Puis je finirai avec une petite note d'espoir. Catherine Fournier à Longueuil, Boyer à Laval, Mme Plante à Montréal, la mairesse de Mégantic, la mairesse de Grande-Bay, l'extraordinaire mairesse de Sherbrooke. Il y a des gens qui ont été convaincus puis qui ont élu ces maires et mairesses-là qui sont là pour longtemps. La majorité viennent d'être élus pour la première fois. Là, je pense que Mme Plante, c'est la seule qui a déjà un mandat derrière la cravate, si j'ose dire. Donc, moi, j'ai de l'espoir parce qu'il y a comme un mouvement dans le monde municipal où les citoyens ont voté pour ce monde-là. Ça fait que il y a quelque chose d'emballant dans ce qui se passe puis qui donne d'espoir aux gens qui croient dans le changement. Brièvement, je me permets de vous dire, Très, très je suis brièvement. élu à Trois-Rivières, deuxième mandat, puis je dis, surtout à cause de la moyenne d'âge des gens dans la salle, il faut absolument que la fonction d'élu municipal soit revalorisée pour qu'il y ait des gens qui se présentent aux prochaines élections. Sans ça, des idées un petit peu plus à jour ne verront pas le jour. Tout à fait. Malheureusement, effectivement, c'est tout le temps qu'on avait. C'est un peu frustrant, cet exercice, parce qu'on aurait aimé ça, pouvoir échanger plus amplement. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont avec nous, eh bien, on s'en va vers le cocktail et nos 3 panélistes restent avec nous. Et donc, vous aurez l'occasion d'échanger avec eux. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve vers 19h pour l'Assemblée générale annuelle. Avant de vous laisser à la maison et ici avec nous, je voudrais juste attirer votre attention sur quelques événements qui s'en viennent, auxquels, bien entendu, vous êtes tous à nouveau les conviés. 2 séries de classes de maîtres qui sont présentement en cours. Une sur l'aménagement de rues sécuritaires et conviviales, sujet malheureusement plus que jamais d'actualité, comme on a pu le voir au cours des dernières semaines, et une autre sur des projets des municipalités en lien avec la lutte et l'adaptation au changement climatique. Vous allez voir les dates apparaître sur l'écran ce soir, mais vous pouvez aussi consulter notre site web. Et bien sûr, je m'en voudrais de ne pas vous inviter au grand rendez-vous des collectivités viables le 8 juin prochain à Montréal, mais qui sera également en mode hybride pour ceux qui voudraient le suivre à la maison, comme c'est le cas ce soir. Le thème sera l'action climatique. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres. On s'en va vers le cocktail pour ceux qui sont avec nous, et ceux qui sont à la maison, eh bien, on se retrouve vers 19h pour l'Assemblée générale annuelle. Merci.